Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Rebranding Africa Forum s'est déroulé ce vendredi 6 octobre 2017 à Bruxelles. Vanessa Mungar, qui est chargée du genre, des femmes et de la société civile à la Banque africaine de développement, a profité de l'occasion pour s'exprimer sur les problématiques de développement du continent. Au Tchad, le gouvernement a pris la décision de bannir toutes les stations-service non conformes à la réglementation nationale. Une opération lancée dans le but de prévenir des risques d'incendie. Et puis en Côte d'Ivoire, la campagne principale de commercialisation du cacao a démarré ce 3 octobre 2017. Premier fait marquant, le maintien du prix d'achat garanti du kilo de cacao à 700 francs CFA. Une annonce qui a créé la colère des producteurs. Vanessa Mungar est la directrice chargée du genre, des femmes et de la société civile à la Banque africaine de développement. À l'occasion du Rebranding Africa Forum qui a eu lieu ce vendredi 6 octobre 2017 à Bruxelles, celle qui est également membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique du président français Emmanuel Macron s'est exprimée sur les questions de développement économique du continent. Notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré est allée à sa rencontre. Vanessa Mungar est directrice genre et société civile au sein de la Banque africaine de développement. Elle est également membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique du président français Emmanuel Macron. Dites-nous, pour rester dans la thématique de ce forum, les systèmes financiers africains peuvent-ils véritablement œuvrer afin de prendre part à l'essor agro-industriel du continent africain ? Oui, tout à fait. Donc, quand on parle d'essor agro-industriel ou de toute façon d'investissement dans le capital humain, je pense réellement qu'il est impossible pour aucun des secteurs d'avoir une action seule et qui ira jusqu'au bout. Donc que ce soit les gouvernements, que ce soit les organismes de développement comme le nôtre à la Banque africaine de développement, la société civile, le secteur privé, tout le monde a des solutions, mais il faut vraiment qu'on travaille beaucoup plus ensemble pour pouvoir arriver à mutualiser nos forces et à apporter du soutien aux solutions locales africaines qui répondent aux vrais besoins sur le terrain pour les porter à échelle. Est-ce que vous avez le sentiment que les institutions financières sont vraiment à même de pouvoir répondre aux attentes des Africains, qu'il s'agisse d'entrepreneurs, de PME, de PMI, de plus grandes entreprises à l'heure actuelle? Est-ce que le marché est prêt et parfait pour répondre à nos besoins? Malheureusement, non. Mais est-ce qu'il y a un appétit de la part des institutions financières? Oui. On travaille, nous, avec beaucoup de banques, par exemple, et d'intermédiaires financiers, dans le cadre de programmes pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et en partenariat avec eux, on étend des lignes de crédit, on met des mécanismes de garantie en place pour pouvoir donner plus d'accès au financement aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. Donc, je pense qu'il y a cette réalisation du fait que le marché de la jeunesse est tel qu'il faut trouver des moyens de pouvoir y répondre. Maintenant, les mécanismes sont en train de se mettre en place. Il y a un besoin d'échange de meilleures pratiques. Ce qui se passe à travers des forums dans leur secteur, dans leur industrie. Et on essaye, nous, en tant qu'institution de développement, de jouer notre rôle dans ce cadre-là aussi. Et enfin, vous faites partie du Conseil donc, pour l'Afrique du président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous lui conseillez en matière d'implication de la France dans les différentes économies africaines? D'être plus présent, d'être plus agressif, moins agressif? Moi, je pense qu'en tout cas, ma perspective personnelle, c'est de voir comment la France et les pays africains, indépendamment, peuvent créer une nouvelle relation. Une nouvelle relation? Une nouvelle relation, un nouveau paradigme, un nouveau partenariat, disons, d'égal à égal, où la France, reconnaissant l'Afrique comme une terre d'avenir et d'opportunités, désire y jouer un rôle en termes de partenaire et sortir de l'histoire qui était beaucoup plus paternalistique. Et je pense que la raison pour laquelle j'ai accepté de rejoindre ce groupe, c'est que je pense qu'il y a une réelle volonté dans ce sens-là du président de la République. Et donc on essaye, nous, humblement, de lui apporter des perspectives venant du terrain, venant de nos expériences. C'est un conseil qui a pour but donc de donner du conseil, mais moi, mon job au jour le jour, c'est à la Banque africaine de développement, aux côtés des pays africains et aux côtés des Africains. Donc je trouve que déjà le fait qu'ils soient partis chercher des gens comme nous, qui sont actifs au jour le jour sur le continent, aussi montre un bon signe. Merci à vous, Vanessa Mungar. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était donc une interview réalisée dans le cadre du Rebranding Africa Forum qui se déroule à Bruxelles. Au Tchad, les autorités ont lancé une opération de démolition des stations-service non conformes aux normes standards exigées par la loi. Un processus qui arrive 3 mois après l'envoi de préavis adressé aux propriétaires de ces stations-service. Ce processus vise surtout à prévenir des risques d'incendie. Des explications avec Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Siamlo Victoria Sedji. Au Tchad,
une soixantaine de stations-service jugées non conformes aux normes sécuritaires et environnementales ont été démolies par le gouvernement. Cette opération conduite par l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad a été précédée d'une mise en œuvre en date du 21 août 2017. Le gouvernement est appuyé dans cette initiative par une résolution de l'Assemblée nationale portant sur le respect des textes relatifs à l'implantation et à l'exploitation des stations-service sur le territoire tchadien. Vous pouvez le constater aujourd'hui, la loi s'appliquera dans toute sa rigueur, sans complaisance. Il faut que les choses soient claires parce que lors du premier contrôle, nous avons donc, il y a 103 stations qui doivent se conformer. Il y a des stations qui étaient fermées pour nos conformités. Nous les avons donné un délai pour se conformer. Et c'est comme ça qu'ils font des travaux. Mais j'entends ici et là dire, oui, c'est des nouvelles autorisations. Non, nous les avons donné un délai pour se conformer. Se conformer, c'est se mettre aux normes. Il y a certainement des travaux à faire, il y a des normes de sécurité de l'environnement, mais ce n'est pas pour autant dire que nous avons donné de nouvelles autorisations. Selon les autorités, le démantèlement de ces stations-service non conformes est fait conformément aux dispositions du décret du 28 janvier 2017 fixant les conditions d'exercice des activités du secteur pétrolier et aval au Tchad. 63 stations de services qui ne répondent pas aux aspects sécuritaires. C'est un danger public pour la population d'Injamena et ses environs. À travers ARSAT, on a notifié à ces 63 stations de service. Après, on les a mises en demeure. Il y a eu une demande d'extension des mois supplémentaires qui a été demandée. Nous les avons accordés et la date d'échéance est expirée. Par ailleurs, aucune indemnisation des propriétaires de ces stations-service n'est envisageable. Notons qu'un comité de contrôle administratif, juridique, technique et environnemental des stations-service installées sur les territoires a été mis sur pied par le gouvernement. Il a pour mission de répertorier, localiser, inspecter et catégoriser toutes les unités de distribution des produits pétroliers au Tchad. En Côte d'Ivoire, le maintien du prix d'achat du kilo du cacao à 700 francs CFA a provoqué de vives réactions du côté des organisations de producteurs. Une décision qui a été prise au cours de la campagne principale de commercialisation du cacao qui a démarré le 3 octobre dans le pays. Des détails dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. 700 francs CFA, c'est le prix d'achat Bosch en garantie du kilo de cacao pour la campagne principale 2017-2018, ouverte le 3 octobre en Côte d'Ivoire. C'est le même prix que celui de la campagne intermédiaire 2016-2017 qui s'est achevée le 30 septembre. Le gouvernement ivoirien avait dû baisser le prix d'achat garanti aux producteurs qui était de 1100 francs CFA suite à la chute de 35% des coûts mondiaux de cacao depuis 2016. Pour les autorités, des efforts sont déployés pour assurer un prix rémunérateur aux producteurs, représentant au moins 60% du prix CAF, incluant le coût, l'assurance et le fret. L'État a consenti à abandonner des taxes d'une valeur d'environ 82 milliards de francs CFA pour maintenir le prix de 700 francs CFA. La Côte d'Ivoire, dans sa réforme, a indiqué qu'elle paierait 60% du prix CAF. Lorsqu'on fixait le prix du cacao avant-hier, le cours était à peu près à 1165. Quand vous prenez 60% de cette somme, vous verrez que ça fait moins de 700 francs CFA le kilo. Donc c'est le lieu ici de féliciter le gouvernement, de féliciter le président Ouattara pour les efforts qui ont été faits pour permettre au gouvernement de payer 700 francs CFA, pour permettre aux producteurs de recevoir 700 francs CFA. Cette position n'est pas partagée par les syndicats de producteurs, mécontents du maintien du prix d'achat du kilo de cacao à 700 francs CFA. Pour eux, l'État doit augmenter ce prix. Dans le même temps, on ajoute 10 francs sur l'essence et le gasoil, alors que l'essence et le gasoil interviennent pour beaucoup dans les coûts de production, les coûts de transport du cacao. L'État de Côte d'Ivoire devrait s'asseoir avec nous, que nous puissions voir dans quelle mesure, de manière, s'il le faut, exceptionnelle, il baisse la taxe jusqu'à, pourquoi pas, 5% de cette taxe ou 10%, mais on verra. Il y a toujours moyen d'arriver à 1000 francs quand on pense qu'à côté de nous, le Ghana est à plus de 900 francs. Est-ce que le Ghana est plus riche que la Côte d'Ivoire? Le Ghana prend 100 francs de taxes, la Côte d'Ivoire en prend à peu près 400.
La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec une production de 2,1 millions de tonnes en 2017 sur une production mondiale de 4,7 millions de tonnes. Le cacao fait vivre plus de 6 millions de personnes et représente plus de 50% des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire. En Guinée, l'accès des populations à l'eau potable en milieu rural est un véritable défi. Une situation paradoxale puisque de nombreux fleuves qui passent dans plusieurs pays de la sous-région prennent leur source en Guinée. Le pays est d'ailleurs surnommé le château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Élément de réponse dans ce reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Au château d'eau d'Afrique de l'Ouest, l'eau ne coule pas dans tous les robinets. L'accès à l'eau potable est un véritable souci pour les populations de la capitale, mais il est encore plus sévère pour celles vivant en milieu rural. Ici, dans le village de Silissou, à mi-parcours entre Macenta et Nzérékoré, sur les ruines d'Ebola et d'autres épidémies, l'hygiène publique est désormais plus que jamais prise au sérieux et l'accès à l'eau potable est un défi. Au moment où on n'avait pas de forage, nos parents souffraient beaucoup. On partait pour puiser dans les coins. Là où l'eau n'est pas hygiénique, l'eau est mal conservée. À présent des forages, la maladie nous éloigne. Mais au moment où on n'a pas de forage, il y avait le choléra, la diarrhée, tout, etc. Comme Nathalie, ce sont plusieurs autres familles qui comptent sur ce forage construit en 2006. Le bidon de 20 litres est vendu à 100 francs guinéens et cette recette permet de faire face à d'éventuelles pannes du forage. On a mis des fontanières à côté de tout, des 6 pompes. Mais de 5 pompes passées à une pompe qui est en panne. Bon, c'est là-bas qu'on prend l'argent. Si à la fin de ce mois, si l'argent est grand, on va déposer à la banque et c'est là-bas qu'on retrait l'argent pour partir payer les pièces. La Guinée compte un réseau hydrographique dense de près de 1165 cours d'eau répartis en 23 bassins fluviaux, dont 14 bassins internationaux. La fourniture d'eau est assurée par la Société des eaux de Guinée SEG en milieu urbain et le Service national d'aménagement des points d'eau SNAP en milieu rural. L'accroissement rapide de la population, de 7 millions d'habitants en 1996 à près de 11 millions en 2014, a accru le besoin en eau potable et dans certaines contrées éloignées, le défi reste encore important. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.